Salut les amis, salut très chers abonnés. Nous revoici encore une fois de plus après un certain temps d'absence. Et donc ça fait, je crois, une affaire de 2 mois que je n'ai pas, n'est-ce pas, mis des vidéos sur ma chaîne. Voilà, cela est dû à plusieurs raisons. Ben, entre-temps, je voulais aussi vous remercier, vous qui étiez nombreux, n'est-ce pas, à suivre mes vidéos pendant tous ces temps. Et vous m'avez permis, n'est-ce pas, d'atteindre la barre des 1000 abonnés. Tout ça ne serait pas possible sans votre participation. Alors, aujourd'hui, je me ramène avec un tout nouveau sujet. Alors, aujourd'hui, on va essayer un peu de voir comment, parce que j'ai reçu, n'est-ce pas, des questions de certains abonnés qui voulaient savoir comment, n'est-ce pas, comment faire pour modéliser et dimensionner une piscine sur le logiciel robot. Alors, j'ai préféré faire cette vidéo, voilà. Je ne me suis pas vraiment préparé, du coup, je n'ai pas fait des plans sur AutoCAD et tout ça, mais le plus important, je vais vous montrer quelles sont les étapes, n'est-ce pas? Les étapes à suivre pour les faire, pour faire la modélisation et l'étude complète, n'est-ce pas, d'une piscine en béton armé avec les logiciels robots. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, la première des choses, comme vous le savez tous, premièrement, si vous vous demandez dans quel module je suis, donc pour savoir les modules dans lesquels vous travaillez, c'est pas compliqué. Vous venez dans structure, je pense, type de structure ici. Vous voyez ici le module dans lequel je suis, il est, n'est-ce pas, encadré en rouge ici. Donc, ça veut dire que je suis dans le module conception des bâtiments. Donc, on peut aussi travailler avec les modules coq, ça ne pose pas de problème en fait. Donc, voilà. Donc, je clique sur échappe pour quitter. Alors, la première des choses, comme ça, on va improviser comme je vous ai dit au début. Je n'ai pas fait des plans, je n'ai pas eu le temps, n'est-ce pas, de faire les plans sur AutoCAD, mais on va improviser. Donc, vous tous, si vous avez déjà vu au moins une fois dans votre vie à quoi ressemble une piscine, voilà, vous savez à quoi ressemble une piscine. Donc, on va essayer de faire une piscine rectangulaire. Voilà, rectangulaire, une piscine rectangulaire de 3 fois 7, donc 3 mètres sur 7. Donc, je vais venir ici au niveau des axes. Donc, je vais venir dans définition des axes. Alors, suivant la direction des X, je vais répéter une fois 3 mètres. Suivant la direction des Y, je vais changer les libellés. Je vais faire répéter une fois. Voilà, on va aller à 7 ou 6 mètres, je sais pas. Répéter une fois 7 mètres. Voilà, allons-y à 7 mètres 50, voilà. Allons-y à 7 mètres 50. Et ici, on va ajouter d'abord. Et sur Z, alors, la hauteur de notre piscine sera, on va aller comme ça à 1,60 m ou 1,80 m, je crois 1,80 m. La hauteur de la piscine, 1,80 m. Voilà. Voilà. On va ajouter ça. Ici, on va changer en valeur. Je crois que c'est bon ici. On va appliquer tout ça pour voir à quoi ça ressemble. Voilà un peu à quoi ça ressemble en termes de vie en plan. Voilà. Par rapport aux axes. Alors seulement, bon, quand il faut mettre les radiers, on doit créer un certain débord. Voilà. Les radiers, la limite de notre radier ne doit pas être juste sur la limite de nos voiles. On doit avoir un certain débord. Ça, c'est les principes, n'est-ce pas, des modélisations des radiers ou des prédimensionnements des radiers. On prévoit toujours un certain débord. Voilà, on prévoit toujours un certain débord. Alors, pour notre cas, on va utiliser les débords de 20 cm. Donc, on aura 20 cm de débords de part et d'autre pour, n'est-ce pas, pour les radiers qui va servir des fonds de notre piscine. J'espère que vous comprenez. Alors, pour ça, on va revenir toujours au niveau de la définition des axes. Donc, par rapport à X, ici, donc à partir du point 0,0, on va répéter une fois. On a dit les débords de 20 cm. Donc, on va mettre en moins 0,20. On va ajouter. Donc, on va les mettre en gras pour qu'ils soient visibles.
Et puis à partir du point 3 également, on fait la même chose. Cette fois, on fait plus, 0,2. On les met en gras. Et au niveau des Y, on fait la même chose. Donc on vient, on répète une fois moins 0,20. Donc à partir du point 0,0, bien sûr, ajouter. Et puis à partir de 7 mètres ici, on fait la même chose, répéter une fois, 7 fois, dans les sens des Y positifs. Ajouter, mettre en gras, et puis appliquer tout ça. Donc voilà, ça y est, tout est là. On a les débords qui est un trait, comment dire, un trait d'axe pointillé que vous voyez ici. Et puis on a ici les limites, n'est-ce pas, de notre voile. Donc, alors la première des choses, on va commencer par la modélisation de notre radier. Alors d'emblée, on va prendre ici une épaisseur, un radier avec une épaisseur de, on dira 30 cm. Donc voilà, 30 cm, on prend 30 cm. Et puis après, si on voit que les radiers ne travaillent pas assez, on pourra toujours, n'est-ce pas, diminuer la hauteur de notre radier. Donc on prend 30 cm comme ça, d'emblée. C'est comme un prédimensionnement qu'on fait, hein, voilà, qu'on fait de manière un peu n'est-ce pas, rapide. Alors, je vais venir dans DAL, au niveau des dalles ici. Et puis là, je vais cliquer sur les 3 points ici. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par les voiles. Je préfère qu'on commence par la modélisation des voiles. Donc, voile. Je clique sur la partie épaisseur ici. Donc, je vais créer une nouvelle épaisseur. Donc, je vais mettre voile. Ici, l'épaisseur, on va aller jusqu'à 20 cm. Voilà, comme épaisseur. Et béton 25. On va ajouter. On va fermer. Et puis, on va passer pour définir, n'est-ce pas, les radians. Donc, on peut aller aussi dans épaisseur. Voilà. On va cliquer sur définir nouvelle épaisseur ici. Donc, là, on va mettre tout simplement radier. Radier des, bon, on peut prendre 30, voilà, 30 cm. Et ici, au niveau de l'épaisseur, on met également 30 cm. Mais cette fois, comme les radiers, n'est-ce pas, c'est une dalle, on considère les radiers comme étant une dalle renversée. Ici, la charge qui s'applique généralement sur les radiers, c'est la réaction du sol. C'est la réaction du sol, c'est pourquoi nous allons devoir déterminer quelle est cette charge-là. Alors, quand vous dimensionnez, d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne, si vous voulez beaucoup savoir sur les radiers, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne. Vous trouverez beaucoup de vidéos que j'ai faites sur les radiers dalles, sur les radiers nervurés aussi. J'ai parlé de ça. Donc, vous trouverez pardon, vraiment des vidéos pardon, très explicites à ce sujet. En tout cas, j'avais pris le temps de travailler sur les radiers uniquement. J'ai fait, je crois que j'ai fait une affaire de 2 à 3 vidéos sur les radiers uniquement. Donc, j'ai vraiment traité du radier. Donc, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails et de précisions, n'est-ce pas, sur l'étude d'un radier sur le logiciel robot, donc allez jeter un coup d'œil. Allez jeter un coup d'œil sur ma chaîne, vous aurez beaucoup de détails. Alors, pour notre cas ici, comme je vous ai dit, comme les radiers, c'est une dalle renversée qui est en contact avec le sol, on va devoir définir les paramètres, n'est-ce pas, de l'élasticité du sol. Donc, on va venir cocher ici, et puis on va cliquer sur paramètres. Voilà, ici, on va devoir définir les coefficients d'élasticité du sol. Alors, si c'est un projet réel, un projet que vous voulez réaliser vraiment, et que les études sur les sols les études ont été faites sur les sols, n'est-ce pas, de votre site. Donc, les laboratoires vous donneront, n'est-ce pas, la valeur du coefficient de l'élasticité KZ ici. Donc, c'est une valeur qui est connue à partir des essais qu'on fait, n'est-ce pas, au niveau des laboratoires. Mais comme pour nous, c'est un cas exemple, je vais dire. C'est quelque chose qui n'existe pas encore réellement sur le terrain, mais je vous montre tout de même comment on peut, n'est-ce pas, déterminer les coefficients d'élasticité du sol, connaissant, n'est-ce pas, la nature de votre terrain. Donc, pour cela, on va venir dans coefficient d'élasticité du sol. Donc, je vais cliquer ici, je vais cliquer là. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, à partir de cette fenêtre, comme je vous ai dit, on va devoir déterminer
les types de sols sur lesquels nous voulons construire. Donc voilà. Alors ici, pour ce faire, vous venez ici, vous cliquez ici. Alors on va choisir argile et limon. Voilà, argile et limon ferme, je crois. C'est ça. Voilà, argile et limon ferme. Et puis la hauteur, comme voilà, la hauteur de notre piscine, elle est de 1 mètre 80, je pense, oui, si je ne me trompe. Donc on va mettre ici 1 mètre 80, pardon. Ici, le port volumique, il est déjà connu pour, n'est-ce pas, pour les cas d'argile et limon ferme. Donc on n'a pas à déterminer tout ça. Alors voilà, comme je vous ai dit au début, hein, c'est un cas exemple, hein, c'est quelque chose qui vous sert d'exemple. Ça vous permet de savoir quelles sont les étapes à suivre pour, n'est-ce pas, pour faire l'étude complète d'une piscine avec les logiciels robots. Voilà. Alors ceci, donc voilà. Voilà, une fois que nous sommes là, on a défini si, par exemple, vous avez plusieurs couches au niveau de votre terrain. Donc, vous définissez toutes les couches ici, pardon, tous les types de sols que vous avez avec leurs épaisseurs. Donc, toutes les couches que vous avez avec leurs épaisseurs. Alors, pour ces cas, dans notre projet, on va juste se limiter à ces niveaux. Donc, on va définir les sols du type argile et limon ferme avec l'épaisseur, n'est-ce pas, de cette couche qui est de 1 m 80, qui est équivalente, n'est-ce pas, à la hauteur de notre piscine. Donc voilà. Une fois ceci terminé, vous venez à ce niveau. Là, on définit tout simplement les dimensions de notre structure. Donc, soit les dimensions de notre radis. Donc, ici, ça dépend. Si vous inversez n'est-ce pas, et si vous mettez ici, par exemple, pour notre cas, on a je crois 3 mètres avec 20 de chaque côté. Ça fait 3 mètres 40. Et suivant la direction des Y, je pense, c'est 7 mètres, 7 mètres 50 plus 40, si je ne m'abuse. Donc, ça fait 7 mètres 90. Voilà. Donc, 7 mètres 50 plus les 20 cm de débord de part et d'autre, ça nous fait 7 mètres 40. Et ici, vous définissez, n'est-ce pas, la charge estimée de la fondation, c'est-à-dire tout simplement la contrainte du sol. Voilà. Donc, la contrainte du sol, comme je vous ai dit au début, si vous avez un projet réel, vous aurez toutes ces données qui vous viendront des laboratoires. Alors, ici, on va utiliser une contrainte de D-bar. Une contrainte de D-bar qui est équivalente, n'est-ce pas, à 200 kPa. Donc, 200. On va cliquer sur souple. Voilà. Nous obtenons ici automatiquement, donc le logiciel robot a déjà intégré toutes les formules pour déterminer les coefficients de l'élasticité du sol. Donc ici, le logiciel nous donne automatiquement la réponse. Donc la valeur de Kz ici, elle est égale à 1714,d kN par mètre cube. Donc voilà. Donc ici, les étapes sont faciles à maîtriser. Hein. Vous venez vous cochez la partie qui traite des paramètres de l'élasticité du sol. Vous cliquez sur paramètres, vous aurez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et puis vous cliquez sur coefficient pour définir les coefficients KZ. Une fois que vous aurez cliqué ici, vous venez ici pour déterminer les types, n'est-ce pas, les types de sols dont vous avez, qui est à présence pour votre étude en fait. Donc une fois que vous aurez déterminé les types de sols, vous déterminez son épaisseur, soit son niveau. Et une fois que vous avez fini avec l'épaisseur, vous venez ici pour déterminer les dimensions de votre radis. Donc voilà, vous déterminez les dimensions de votre radis en termes de largeur et de longueur. Et puis une fois que cela est fait, vous venez déterminer maintenant, n'est-ce pas, la contrainte de votre sol. Donc pour notre cas ici, je vous ai dit que la contrainte, elle est des barres, soit 200 kPa. Voilà, parce qu'une barre égale à 100 kPa, je pense. Et puis vous cliquez sur souple. Donc voilà, le logiciel robot vous donne automatiquement la valeur de votre coefficient que vous recherchez, Kz. Donc une fois que j'ai cela, il suffit de cliquer sur OK. Je pense que la valeur va passer directement de ce côté. Je pense automatiquement, si je clique sur OK, vous voyez, j'ai ma valeur qui est là. Donc je peux quitter ici,
Donc, j'ai ce que je voulais. Donc, j'ai trouvé la valeur que j'ai cherchée. Donc, je peux fermer la fenêtre. Je l'ai fermée. Alors, généralement, les coefficients suivant la direction des x et des y, elle est négligeable, soit P prépondérante, généralement pour éviter les messages d'instabilité. Parce que si vous laissez ces coefficients comme étant égal à 0, lorsque vous allez lancer les calculs, le logiciel va vous envoyer les messages du genre il y a instabilité dans la direction des X, instabilité dans la direction des Y, etc. Alors, pour éviter ces messages-là, généralement, on nous demande, n'est-ce pas, de prendre comme coefficient suivant la direction des X et des Y les 10% du coefficient suivant la direction des Z. Voilà. Donc, les 10% des 1714,200, c'est justement ça, c'est 31, je pense, point 42. Voilà, c'est les 10%. Donc, on prend les 10% de part et d'autre. Là aussi, suivant la direction des X, on prend aussi les 10%. Et je crois que c'est fait. Alors, s'il y a soulèvement, vous allez choisir la direction parce que des fois, il peut y avoir une nappe d'eau, n'est-ce pas, en dessous de votre radier. S'il y a soulèvement dans la direction des Z positifs, vous venez ici. Et puis, s'il y a soulèvement dans la direction des Z négatifs, vous venez ici. Pour les cas ici, il n'y a aucun soulèvement, donc on va rester sur aucun. Alors, vous vérifiez que tout cela est fait. Vous venez sur Ajouter. Ajouter, voilà. Et puis, vous cliquez ici sur Ajouter. On ajoute. Et puis, on ferme. Voilà. Là, on vient de créer notre radier. Alors, je crois que c'est bon. On a créé toutes les épaisseurs que nous voulions. Maintenant, il est temps de passer à la modélisation. Donc, on va commencer par modéliser les radiers. Donc, pour ce faire, c'est pas compliqué. Vous venez dans DAL. Donc, on va chercher l'épaisseur ici, radier de 30. Alors, les modèles, on va garder les modèles coq. Et puis, la méthode de définition rectangle. Donc, je crois on va venir de là jusque là. Et là, voilà. J'ai mon radier, n'est-ce pas? Et puis, je vais me mettre, bon, je peux rester là. Je viens maintenant définir les voiles. Donc, je viens ici, épaisseur voile, etc. Et là, vous vous rassurez que vous êtes au niveau 3 mètres. Donc, ici, on nous dit que nous allons vers les bas. Donc, ici, l'épaisseur est de 3 mètres. On va cliquer sur Origine. Donc, mes voiles commencent de là à là, de là jusque là, et puis pour terminer ici. Voilà, on ferme. Si je viens au niveau de la vue pour voir ce que j'ai réalisé, jusque là, ça donne ça. Alors, mon radier, attention, au niveau des radiers, j'ai fait une erreur, j'ai fait une bourde, si vous l'avez remarqué. Hein. Donc, je n'ai pas bien regardé lorsque j'ai modélisé, hein, désolé. Donc, on va revenir. Donc, comme je vous dis toujours, il faut être beaucoup plus prudent quand vous travaillez sur les logiciels robots. On va recommencer. Et on va d'abord venir au niveau de l'étage ici. Donc, définition manuelle, je vais supprimer tout ça. Ici, on a dit 1,80 m. Ajouter, appliquer et fermer. Donc, voilà. Je recommence avec la dalle, les radiers plutôt. On va module coq. Je vais me mettre au niveau 0. Voilà. Des méthodes de définition, méthode de rectangle, avec les rectangles, bien sûr. Donc, je vais commencer ici. Je vais aller là-bas et je vais terminer ici. Voilà, c'est fait. Et puis maintenant, je vais aller pour définir les voiles. Ici, la hauteur de mon voile. Alors, je vais d'abord monter à 1,80. Voilà, la hauteur de 1,80. Et puis ici, je vais cocher étirement, n'est-ce pas? Donc, je dois me rassurer que je suis à 1,80 m. Et ici, ça m'indique vers les bas. Donc, je vais commencer ici. Donc, je vais aller de là. Attention, ici, voilà. Je vais recommencer à 1,80 m. Les voiles ici, bien sûr.
Je vais commencer de là jusqu'ici, passant par là, ici, et pour terminer là. Voilà. Je crois que maintenant c'est bon. Voilà, maintenant c'est bon. C'est même parfait. Alors maintenant, je vais devoir supprimer tous ces appuis, hein, les appuis mis par défaut par les logiciels robots. Alors pour les supprimer, c'est pas compliqué. Vous venez dans appui, vous venez dans supprimer ici, vous cliquez ici, n'est-ce pas? Et puis vous venez sélectionner les panneaux. Voilà, ces panneaux-là. Donc je vais dans sélectionner. Non, c'est un appui linéaire, désolé. Donc je vais dans sélectionner ici. Voilà. OK. Appliquer. Donc je supprime ça. Ça aussi, je fais la même chose. Je supprime. Ici également. Ici, je supprime. Pardon. Voilà. Je clique sur appliquer ici. Donc je clique là pour supprimer. Supprimer. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je clique tout simplement pour supprimer. Voilà. Si je zoome, je vois que tous les appuis mis par défaut par les logiciels robots ont été supprimés. Donc voilà, maintenant je vais devoir placer mes encastrements. Voilà, je vais devoir placer mes encastrements parce que les voiles est encastré en quelque sorte au niveau de notre radis. Donc pour ça, je vais venir toujours dans appui. Cette fois, surfacique. Alors, je vais sélectionner tout mon radis, hein. Donc je vais mettre ici, je vais venir ici, sélectionner barre. Donc je vais descendre au niveau des panneaux et radier des 30. Voilà, je sélectionne les radiers. Voilà, c'est numéro 6. Je ferme, je viens ici, numéro 6. Appui surfacique, encastrement, appliquer, fermer. Si je rote, voilà, il est appliqué partout. Voilà tout ce qui est en quelque sorte la modélisation de mon radis. Maintenant, l'étape la plus, comme j'ai dit, la plus importante, c'est celle de l'application des charges. Vous devez savoir quelles sont les charges que nous devons, n'est-ce pas, appliquer pour les cas d'une piscine. C'est là où la vidéo devient, n'est-ce pas, beaucoup plus intéressante. Voilà. Alors, pour l'application des charges, vous devez savoir qu'il y a la première charge que vous devez prendre en compte pour les cas, pour toute structure. Il n'y a pas que pour la piscine, pour toutes les structures que vous aurez à faire avec les logiciels robots. Donc, on va venir ainsi dans cas de charge. On va commencer à définir tous les cas de charge qui seront, n'est-ce pas, qui vont solliciter notre piscine. Donc, la première charge, soit les premiers cas de charge, toujours les poids propres. Donc, les poids, toujours, n'oubliez pas, toujours les poids propres d'abord. Voilà, parce que c'est du béton armé, hein. Toute la structure ici pèse. Quand vous avez tout ça en béton armé, un espace a un certain poids. Donc, il faut tenir compte de tous ces poids-là. Une fois qu'on a déterminé les poids propres, on va passer à une deuxième charge permanente, G, qu'on va nommer G. Donc, elle va englober tout ce qui est revêtement et carrelage, je crois aussi, voilà, qui sera, n'est-ce pas, posé sur les radiers. Donc, on va ajouter. Voilà. Et puis, on va passer aux charges d'exploitation. Voilà. Parce que j'ai eu à voir une certaine vidéo sur YouTube qui disait que la charge de l'eau, n'est-ce pas, quand on met l'eau dans la piscine, on la considère comme étant une charge permanente, alors que ce n'est pas le cas. L'eau, c'est une charge d'exploitation parce que à tout moment, on peut vider la piscine de l'eau. Donc, l'eau n'est pas une charge permanente. L'eau n'est pas là à tout moment. On peut vider la piscine pour des nettoyages ou pour des vérifications de certains réglages. Voilà. Donc, l'eau, elle n'est pas considérée comme étant une charge permanente. Alors, la première charge qu'on va mettre, ça sera, comment dire, la poussée hydrostatique sur les parois. Donc, c'est ce qu'on va mettre ici. Donc, on va venir dans charge d'exploitation. Poussée hydrostatique. Donc, on va mettre poussée, n'est-ce pas, horizontale sur les parois.
horizontale paroi. Donc, sur les poussées sur les parois, poussées horizontales bien sûr, on va ajouter. Et puis on va mettre les poussées verticales, n'est-ce pas? Cette fois-ci, ces poussées-là vont agir sur la dalle. Parce que quand on a l'eau dans toute cette surface-là, la dalle aussi reçoit une certaine charge. Donc l'eau exerce une certaine poussée au niveau de notre radier. Donc on va mettre poussée verticale. Voilà. Poussée verticale. Voilà. Verticale. Poussée verticale. Voilà, on va ajouter aussi. Et puis, on va finir par la poussée des terres. Voilà. Poussée des terres. Poussée des terres. On va aussi ajouter. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on peut prendre en charge pour l'instant. Alors, par contre, si vous êtes dans une zone sismique, vous devez aussi prendre n'est-ce pas, vous devez considérer, n'est-ce pas, la sismicité de votre zone. Alors, pour mon cas, moi, donc pour ce projet aussi, on ne va pas tenir compte de la sismicité. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc je résume les poids propres, les poids des revêtements, la poussée horizontale sur les parois, la poussée verticale sur les radiers, et puis on a la poussée des terres, n'est-ce pas, qui va agir sur les parois, mais dans les sens opposés aux poussées horizontales qui vont agir sur les parois. Donc les poussées des terres, comme le nom le dit, c'est dû à la terre qui sera de l'autre côté, n'est-ce pas? Et puis la poussée horizontale sur les parois, c'est dû à l'eau qui sera à l'intérieur de la piscine. Voilà un peu. Alors, on va commencer par vérifier. Donc, on va aller ici on va d'abord se rassurer que les logiciels a bien pris en compte les poids propres de toute ma structure. Donc, on va venir ici on va dérouler, on va choisir poids propre. Et puis, on va venir dans définir charge, poids et masse. Donc, voilà. Si cette partie ici, le poids propre de toute la structure, elle est grisée. Donc, ça veut dire que le logiciel, vous voyez même que toute la structure, elle est en rouge. Ça veut dire que le logiciel a pris en compte, n'est-ce pas, tous les poids, n'est-ce pas, les poids propres de toute ma structure. Donc, une fois que c'est juste une vérification. Dans les cas où, en entrant à ce niveau, vous trouvez que cette partie n'est pas grisée, donc je vous invite à cliquer ici. Donc, si pour vous, cette partie n'est pas grisée, vous cliquez pour demander au logiciel, n'est-ce pas, de prendre en compte les poids propres de tout ça. Donc, ceci est fait, pardon. Je passe à la définition des G, soit les poids des revêtements et carreaux, etc. Donc, G, c'est une charge surfacique. Donc, ici, charge surfacique uniforme. Et puis, ici, on va définir une valeur de G de -1. Donc, -1 kN par mètre carré, soit -1 kPa. Donc, vous devez savoir que 1 kPa égale à 1 kN par mètre carré. Voilà. Donc, -1, je vais l'appliquer où? À mon radier, bien sûr. Donc, je vais sélectionner les radiers. Je viens ici. Ici, je déroule. Je prends panneau, radier de 30. Je coche. Voilà, il est sélectionné. Et puis, je fais ajouter. Voilà, il est déjà là. Panneau numéro 6. Et puis, je fais appliquer. Donc, ici, les moins, j'espère que vous comprenez les moins dans la direction des Z. Par rapport à au repère global ici, les Z, la direction des Z, elle est les montantes. Or, les charges qui s'appliquent, elles sont gravitaires. Donc, elles vont de haut en bas. Voilà. Sur les charges gravitaires, c'est les poids propres, bien sûr. Ça va de haut en bas. Et par rapport à mon repère global, la direction de ma charge, elle est opposée à mon repère global. C'est pourquoi on met toujours généralement les signes moins, parce que les charges, elles vont toujours de haut en bas. Donc, ce sont des charges gravitaires. Voilà. C'est l'explication de ces moins ici. Donc, ne vous étonnez pas de voir les signes moins. Si vous vous demandez pourquoi, la raison, elle est simple. C'est parce que la direction de l'application de la charge, elle est opposée à la direction, n'est-ce pas, de mon repère global ici, Z. Voilà. Donc, je mets le moins devant pour signifier au logiciel qu'il est opposé. Donc, je fais ajouter. Et puis ici, je sélectionne le panneau numéro 6. Je fais appliquer. Vous voyez,
Vous voyez même ici la direction, elle est opposée à Z. C'est pourquoi si vous avez mis plus, la flèche serait de l'autre côté. Donc, tout simplement. Alors, une fois ceci est fait, on va passer au niveau de la poussée horizontale sur les parois. Donc voilà. Alors pour la poussée horizontale, comme je vous ai dit, c'est la poussée hydrostatique qui va exercer l'eau sur au niveau des demi-parois. Vous voyez? Donc pour ce faire, vous venez dans poussée hydrostatique, pression hydrostatique ici. Alors une fenêtre s'ouvre ici. Alors à la tête ici, j'ai une pression de 0. Ouais, généralement, la pression, les diagrammes de la pression hydrostatique, elle est, n'est-ce pas, généralement triangulaire. Donc, on passe des 0 et puis la pression, elle augmente, n'est-ce pas, la pression, elle augmente avec la profondeur. Plus on descend, plus la pression augmente. J'espère que vous comprenez. Alors, c'est pourquoi ici, la valeur de la pression au niveau de la tête, elle est nulle. Donc, comme j'ai un diagramme comme celui-là, à la tête ici, la pression, elle est nulle et puis, elle augmente au fur et à mesure que nous allons descendre. Donc, c'est ça avec l'eau. La pression, elle est beaucoup plus grande au fond qu'à la surface. Alors, voilà. Bon, avant de définir la pression hydrostatique, je dois vérifier un truc. L'orientation, n'est-ce pas, des repères locaux de tous mes voiles. Donc, je vais cliquer ici dans repères locaux pour voir. Non, il veut que ça soit un peu grand. Voilà, comme ça. Alors, je vais roter. Généralement, vous voyez mes quatre comme ça, voilà. Là, ça sera beaucoup plus clair. Hein. Vous voyez mes quatre voiles. Généralement, la direction que nous voulons que la direction Z ici soit sortant. Donc, qu'il va de l'intérieur vers l'extérieur, comme celui-là. Et comme celui-là aussi. C'est ce que nous allons devoir faire maintenant. Nous allons devoir changer l'orientation, n'est-ce pas, de cet axe ici. Ici, il ne doit pas aller vers l'intérieur, mais plutôt vers l'extérieur. De la même chose pour ces voiles ici. On doit inverser l'orientation de l'axe Z. Il doit aller de l'intérieur vers l'extérieur. De même ici. Voilà. C'est juste pour avoir la même orientation pour tous mes voiles. Tout comme vous aurez pu changer la direction qu'il aille de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi nous faisons tout cela. Alors, ce que nous allons faire, nous allons devoir modifier les sens de l'orientation de l'axe Z de ces deux panneaux. Pour ce faire, vous venez dans Structure, Caractéristiques, Orientation, du repère local des panneaux. On va cliquer ici. Voilà. Alors, on va d'abord désélectionner les radiens. Hein, vous voyez. Alors, je vais cocher ici, inverser l'orientation de l'axe Z du repère. Donc, je vais cocher. Voilà. Et puis, je vais venir sélectionner les panneaux pour lesquels je vais inverser. Donc, ces panneaux-là, je vais appliquer. Et puis, ces panneaux-là aussi. Voilà. J'ai fait, voilà, c'est fini. Je peux quitter ici. Maintenant, si on veut voir, voilà, vous voyez maintenant, pour tous mes quatre panneaux, l'axe Z est sortant. Donc, il va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que nous voulons voir. Voilà. Maintenant, nous allons devoir, n'est-ce pas, appliquer notre poussée hydrostatique. Alors ici, les poids propres du liquide. On était ici à ce niveau. Alors comme c'est une piscine, ce qui veut dire qu'on aura de l'eau à l'intérieur. Alors tout le monde connaît le poids volumique de l'eau, qui est de 1000 kg par mètre cube. Voilà. Et puis ici, la hauteur, le niveau du liquide, c'est tout simplement le niveau de notre piscine, qui est de 1 mètre 80. 1 mètre 80. Voilà. Voilà, 1 mètre 80. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, on va ajouter. Bon, on va désélectionner les radiers, bien sûr. On va aussi désélectionner ça. Alors, on va appliquer à quoi? On va appliquer à ça, à ces panneaux-là et à celui-là. Donc, vous voyez, si on essaie de zoomer, comme je vous ai dit au début,
les diagrammes de la poussée de l'eau, pardon, les diagrammes, il est triangulaire. Donc, il va à la surface, la pression elle est nulle. Et puis, plus on descend, plus la pression augmente. C'est la même chose pour tous nos panneaux. Si on essaie de roter pour vérifier que tout cela est bien fait, voilà, vous voyez, tout cela a été respecté pour tous mes panneaux. Voilà, ça c'est la poussée horizontale sur les parois. Maintenant, on va devoir calculer aussi la poussée verticale sur l'eau, sur les radiers, pardon. Donc, le poids de l'eau qui va agir sur les radiers. Donc, c'est aussi une sorte de poussée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va cocher poussée verticale. On va venir toujours dans définir charge. Maintenant, c'est une charge surfacique. Ici, surface. Alors, on a tous appris la formule pour la poussée. Les ρ fois G fois H. Donc, la masse volumique de l'eau fois l'accélération de pesanteur fois la hauteur. Donc, ça nous donne, n'est-ce pas, la poussée de l'eau. Donc, ici, on va calculer avec vous ensemble. Donc, le poids volumique, c'est 1000 kg par mètre carré, multiplié par G. Donc, on va prendre 10 mètres par seconde au carré, multiplié par la hauteur, 1,80, que j'obtiens 18 000. Donc, si on prend kilogramme par mètre cube, donc ici j'aurai, il y a un petit problème avec les unités. Hein. Je crois qu'on va devoir convertir avant. Donc, 1000 kg par mètre cube en kilonewton, ça nous donne 10. Voilà, 10 kilonewtons par mètre cube, masse volumique de l'eau, multiplié par G, multiplié par 10, multiplié par 1,80 m. 1,80 m égale à 180, donc voilà. Donc 180. Donc j'essaie un peu de vérifier si... Bon, je pense qu'on doit faire tout simplement, ici on va recommencer tout ça. On va tout simplement prendre les poids volumiques vu que nous voulons déterminer une charge surfacique. Comme on a les poids volumiques avec comme unité kilogramme par mètre cube, donc on va devoir les multiplier par la hauteur pour avoir un poids surfacique. J'espère que vous comprenez, vu que nous voulons ici déterminer quel est le poids surfacique, n'est-ce pas, voilà, quelle est la charge que l'eau n'est-ce pas, va appliquer sur notre radier. Donc, ça sera un poids surfacique. Avec la formule que je viens de vous donner, c'est tout simplement pour déterminer le poids de tout ce qu'il y a comme eau à ces niveaux. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons devoir multiplier tout simplement les poids volumiques du liquide par, n'est-ce pas, la hauteur de notre radier. Bon, j'espère que c'est clair. Je me suis trompé, n'est-ce pas, dans les formules. Donc, il faut toujours être prudent quand vous travaillez sur les logiciels robots. Avec des petites erreurs, vous aurez des mauvais résultats. Quand vous avez des mauvais résultats sur les robots et que vous arrivez sur chantier, pardon, ça coûte énormément. Voilà. Imaginez qu'on doive démolir tout ça parce que vous avez fait une petite erreur des jugements, des formules avec les logiciels robots. Imaginez combien ça va vous coûter. Donc voilà. On va prendre tout simplement, comme nous avons besoin d'une charge surfacique, on va prendre les poids volumiques de l'eau multipliés par la hauteur. Alors, comme je vous ai dit, 1000 kg par mètre cube est égal, si on veut le convertir en kilonewton, est égal à 10 kN par mètre cube. Donc, on aura 10 multiplié par la hauteur, 1,80 égale, voilà, 18. On fait égal ici. Voilà. Et pareil, ici, vous voyez ici, au niveau des radiers, parce que cette charge, elle est appliquée sur les radiers, la direction des Z, elle est vers le haut. Donc, on va mettre encore une fois de plus les signes moins ici. On va mettre les signes moins pour signifier que la charge, elle est opposée à ça. On va ajouter. On va appliquer à quoi? On va appliquer à notre radier. Il faut sélectionner les radiers. Alors, pour les sélectionner, on est là. On clique ici. Voilà. On applique. Voilà. Voilà, la flèche, elle est dirigée vers le bas. Voilà. On va fermer ça.
Voilà, une fois qu'on a fini, il nous faut maintenant passer à la dernière charge qu'on aura appliquée, soit la poussée des terres. Donc, on va cliquer sur poussée des terres. Alors, pour la poussée des terres, pour appliquer la poussée des terres, vous venez dans chargement, je pense, autre charge, charge par sol. Je pense que c'est ça, oui, c'est ça. Et puis là, nous allons devoir sélectionner tous les panneaux qui seront, n'est-ce pas, qui vont subir cette poussée-là. Donc, on va commencer par, on clique ici pour sélectionner les panneaux. On va maintenir la touche contrôle pour sélectionner tous les voiles. Voilà, voilà, on a sélectionné tous les voiles. Donc, c'est à 10, donc sur les panneaux. Et puis ici, alors, comme je vous ai expliqué au début, pourquoi j'ai choisi cette orientation-là. Vous voyez ici, on nous dit quelle est la direction d'application de la charge. Donc ici, nous, on va cocher la direction opposée au système local. C'est-à-dire quoi? La pression hydrostatique de l'eau s'applique, la poussée de la pression hydrostatique de l'eau s'applique de l'intérieur vers l'extérieur. Donc la poussée a tendance à pousser, n'est-ce pas? Bon, excusez pour la tautologie, a tendance à pousser mes voiles vers l'extérieur. Alors que la poussée des terres, elle a juste l'effet contraire avec la poussée de l'eau. Donc la poussée des terres a tendance à faire basculer, n'est-ce pas, les voiles vers l'intérieur. Alors que la poussée de l'eau, c'est justement le contraire. Donc ici, nous, on va cocher pour la poussée des terres. On va dire que nous voulons que cette poussée soit opposée au système local. C'est-à-dire que cette poussée soit dans cette direction-là, soit opposée à cette direction ici. J'espère que l'explication elle est claire, hein, parce que la poussée des terres, elle tend à renverser les voiles vers l'intérieur. Donc, on va cliquer ici pour dire au logiciel robot que par rapport à notre repère local ici, on veut que la poussée soit, n'est-ce pas, soit opposée à ce système-là. J'espère que l'explication a été claire. Si vous ne comprenez pas, c'est pas compliqué, c'est pas grave. Mettez la vidéo en pause, revenez encore. J'espère que vous allez comprendre petit à petit. Donc voilà, nous on va garder ici, opposé au système. Voilà. Et puis on va venir dans paramètres, je pense, paramètres, voilà. Et ici nous allons devoir définir certaines données. Alors, le niveau des sols, on va garder 0 à ce niveau. Alors, inclinaison, pardon, nos voiles ne sont pas inclinées. Donc, ici, on va garder 0 degré. Inclinaison du voile, pareil, le voile n'est pas incliné, n'est-ce pas? Ici, c'est l'inclinaison du sol. Notre sol n'est pas incliné. Donc, ici, alpha égale à 0 degré. Et de même, bêta ici, pour le voile, est égal à 0 degré. Et ici, s'il faut... alors, ici, c'est les... Comment dirais-je? Les états dans lesquels se trouve, n'est-ce pas, lorsque vous faites une étude qui fait intervenir la poussée des sols. Donc ici, on a une poussée active, ici on a la poussée, je crois, la poussée au repos, et là, on a une poussée passive. Alors, quand est-ce qu'on parle d'une poussée active? On parle d'une poussée active lorsque l'élément, soit notre voile ici, bouge suite à l'action des forces extérieures. Donc, si à l'application de la poussée des terres, notre voile bouge, donc là, on parle des poussées actives. Donc, autrement dit, si la paroi ici subit de la part des forces extérieures, pardon, là, on parle de poussées actives. Et dans ces cas, généralement, il y a une grande déformation au niveau des parois. Et on parlait de la poussée au repos, c'est lorsque la charge qui va qui va induire les sols à ces niveaux, elle est proportionnelle à la réaction du paroi. C'est-à-dire qu'à quelque sorte, les parois, il est au repos. Vous voyez, notre paroi, il est n'est-ce pas, en état de repos lorsque la poussée, elle est proportionnelle, n'est-ce pas, à la réaction de notre paroi. Dans ce cas-là, on dit que la poussée, elle est au repos. Et puis là, on a la poussée passive. C'est lorsque généralement, on a la paroi exerce aussi une force, une certaine poussée au niveau des sols.
Donc, dans ces cas-là, la paroi peut causer aussi un espace de déformation au niveau du sol, tout comme le sol peut aussi causer la déformation au niveau des parois. Dans ces cas-là, on parle de poussée passive ou tout simplement de butée. Alors pour cela, comme je vous ai dit au début, toutes ces valeurs-là peuvent vous être données au niveau des laboratoires avec une étude des sols. Alors pour notre cas, comme on va définir ici les types de sols que nous avions. Voilà. Là, la hauteur, 1,80 m, 1,80 m. Alors ici, pour les cas d'argile, généralement la poussée, elle est de 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Voilà. Ça, c'est généralement pour les cas d'argile. La poussée, elle est de 0,5. Par contre, si vous avez un autre type de sol, je vous invite, n'est-ce pas, il y a des vidéos que j'ai faites sur comment déterminer la poussée d'un certain type de sol. Alors, une fois que cela est fait, qu'est-ce qui nous manque? Alors, au niveau des charges ici, par contre, si vous avez des surcharges, par exemple, si vous avez un rail, voilà, un rail qui passe juste à côté de votre piscine, vous pouvez aussi rajouter les surcharges, n'est-ce pas, au niveau du sol. Pour ces cas, nous n'avons pas, il n'y a pas de surcharges qui vont, n'est-ce pas, solliciter notre terrain. Donc ici, on va rien prendre ici, on va garder comme ça. Et au niveau des résultats, vous cochez poussée des sols et on va faire appliquer. Voilà. On va venir ici appliquer. Voilà, vous voyez. Comme j'avais déjà sélectionné tous mes panneaux, vous voyez que la poussée de terre, elle est appliquée automatiquement sur toutes les parois de mes voiles. Vous voyez. De même pour la poussée des sols, son diagramme, il est, n'est-ce pas, triangulaire. Au niveau du sommet, la poussée, elle est nulle. Plus on descend, plus la poussée augmente. Voilà un peu la réalité des terrains. Voilà, on va fermer. Je crois qu'on a fini. Voilà. On va tout simplement vérifier maintenant. Alors, on va commencer par vérifier les poids propres. Voilà, on voit que toute la structure, elle est en rouge. On va vérifier les poids des revêtements. Voilà, c'est appliqué. Alors, on va cocher ici. On va vérifier la poussée, n'est-ce pas, horizontale sur les parois. C'est bon. Et puis, la poussée verticale sur les radiers, c'est bon aussi. Et la poussée des terres sur les parois, voilà, c'est bien aussi. Alors, maintenant, on va devoir passer au maillage. Voilà. On va passer au maillage. Donc, on va venir dans ici, option de génération de maillage. On va définir les options de maillage. Oui. On va utiliser la méthode de Delaunay. Ici, la taille, on va diminuer un peu la taille des mailles à 0,30 pour avoir des résultats un peu beaucoup plus précis. Et puis, on va aller dans paramètres des méthodes. Bon, on peut décocher maillage régulier. Bon, ici, comme nous avons des formes rectangulaires, rectangulaires ou carrées, donc on va devoir laisser. Par contre, si vous avez des formes bizarres, des formes circulaires par exemple, il faut décocher les maillages réguliers pour éviter des messages d'erreur. Voilà. Bon, pour notre cas, on va laisser. C'est pas grave. Voilà, on va laisser. Ici, option avancée. Je crois que c'est bon. Voilà. On va laisser. Voilà. Et puis, on va venir dans générer les maillages locales. Voilà, on va générer. Voilà. Et puis, on va générer les modèles de calcul. Donc, on clique ici. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Donc, tout est bien fait. Donc, on va décocher description des charges et de même ici. Voilà. Alors, on va décocher à ce niveau, je pense. On va décocher appui pour que ça soit un peu beaucoup plus clair. Voilà qu'on a fini de faire les maillages. Alors, si vous voulez voir les maillages, vous cochez ici, vous voyez. Donc, pour nous, on va décocher pour que les travails soient beaucoup plus clairs. On va aussi décocher
Bon, je crois qu'on va laisser les repères locaux. Alors, une fois que cela est fait, quelle est l'étape qui va suivre? C'est la combinaison des charges. Alors, ici, il y a une chose que je voulais dire. Ici, on va faire une combinaison manuelle, bien sûr. Ici, généralement, les cas les plus défavorables pour les piscines, c'est lorsqu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. C'est lorsque la charge des sols est appliquée toute seule. C'est ça les cas les plus défavorables. Parce que lorsqu'il y a de l'eau, l'eau va jouer un rôle de contrepoids pour les parois. Alors que lorsqu'il n'y a pas d'eau, les parois vont supporter toute seule la charge du sol. Donc, le cas le plus défavorable ici, c'est lorsqu'il n'y a pas d'eau. C'est lorsque les sols agissent uniquement sur les parois. Donc, on va d'abord lancer les calculs ici pour voir s'il n'y a pas de message d'erreur. C'est bon. On va venir dans chargement, combinaison manuelle. On va commencer par élu. Donc, on va dire éli D, éli 1. Donc, c'est les cas les plus défavorables pour nous. On va faire OK. Oui. Alors, on va faire passer tout ça et on va rappeler les poids de l'eau. La poussée horizontale. Voilà. On va supposer qu'il n'y a pas de poussée horizontale. Et on va supposer qu'il n'y a pas de l'eau tout simplement. Donc, on va enlever la poussée J à l'eau sur les parois et la poussée J à l'eau sur les radiers. Donc, on va enlever toutes ces deux poussées. On va justement considérer les poids propres et la poussée des terres. Donc, c'est le cas les plus défavorables. Je l'ai nommé ELI 1. Et venir appliquer. Je viens dans nouvelle. Cette fois, je vais mettre toutes les ELI 2. Je vais mettre cette fois voilà, tous les cas de charge. Donc, je vais aller vers ELI 1, vu que c'est une combinaison déjà. Appliquer. Et puis, je vais finir par LS. Voilà. LS. Ici aussi la même chose. LS1. Voilà. On va enlever aussi les poids de l'eau. Tout ce qu'il y a. Voilà ici. C'est ça. Donc, poids propre, j'ai poussé des terres. Et puis, on a, pour terminer, LS2. OK. Voilà. Alors, on va faire passer dans tout ça. Et puis, on va rappeler les combinaisons. Voilà. J'ai tout consort. On va faire appliquer et fermer. Voilà, on va essayer un peu de vérifier tous les cas de charge. Ça, ce sont les cas les plus défavorables. ELI 1 et LS1. Donc, les cas les plus défavorables pour le voile. C'est lorsqu'il n'y a pas de l'eau dans la piscine. Donc, on va lancer les calculs. On va lancer les calculs ici. Les calculs statiques, bien sûr. Donc, le calcul est fait. On voit, il n'y a pas de message derrière ou de stabilité ou d'avertissement. Donc, ça veut dire que tout a été bien fait. Alors, pour vérifier les résultats, on peut venir dans les résultats, cartographie panneau. Oui. Alors, description, valeur, cartographie, bien sûr. On va commencer par vérifier les moments suivant la direction des Y par rapport, à la direction des Y. Vous voyez? Donc, on va décocher les repères. On va juste prendre les valeurs. Donc, avec maillage, non. Voilà. Là, on a les valeurs des moments suivant la direction des Y. On va mettre la cartographie pour que vous voyez, le moment il est beaucoup plus grand ici. Donc ici, il y a un encadrement, donc le moment il est beaucoup plus grand. C'est logique. C'est logique comme raisonnement. Vous voyez, on a beaucoup plus, le moment est beaucoup plus important au niveau d'encadrement. Donc voilà. Voilà. On va appliquer. On va fermer. Alors maintenant, on va aller au ferraillage. Voilà. C'est tout ce qui nous reste. On a fait les plis durs. Les plis durs, c'était de savoir comment
on applique les charges, n'est-ce pas, les charges sur au niveau de la piscine lorsqu'on on fait l'étude d'une piscine. Alors ici, on va devoir vérifier pour les cas de l'ELI 1, comme je vous ai dit. Donc dans résultat, cartographie panneau, moment suivant Y, appliquer, devant mettre les valeurs. Alors ici, on va aller dans paramètres. Cartographie, oui, appliquer. Vous voyez là, les moments les plus grands ici, il est de 46,848 kN mètre par mètre linéaire. Les moments les plus grands. Par contre, si vous allez au moment au niveau des LU2, vous voyez les moments ils diminuent parce que la paroi n'est pas sollicitée de la même manière. Dans LU2, on a considéré qu'il y avait de l'eau dans la piscine. Dans LU1, on a considéré que la piscine était vide. C'est pourquoi vous avez une charge beaucoup plus importante du moment lorsque la piscine elle est vide que lorsque la piscine elle est remplie. Donc ça prouve tout simplement que les cas les plus défavorables, c'est lorsque la piscine elle est vide. Voilà. Donc il faut savoir cela. Parce que dans beaucoup de vidéos que j'ai regardées, on ne parlait pas assez de ces cas-là. Généralement, c'est voilà, c'est ce qui se passe sur le terrain. Quand vous finissez de construire la piscine, vous allez remblayer. Une fois que vous remblayez, ce n'est qu'après qu'on va venir mettre de l'eau. Ce qui veut dire qu'avant qu'on y mette de l'eau, les parois vont déjà supporter à elles toutes seules, n'est-ce pas, tous les poids dus à la poussière de terre. Donc, c'est le cas le plus défavorable. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Hein. Dans ELI 1, lorsque la piscine elle est vide, on a 46, les moments max. Et puis dans ELI 2, lorsque la piscine elle est remplie, vous voyez les moments diminuent. Voilà, tout simplement. Alors, on va revenir ici, on va décocher. Et puis on va passer au ferraillage des radiers. Alors pour ferrailler une dalle ou un radier, c'est pas compliqué, vous pouvez venir dans dimensionnement, ferraillage théorique, dalle voile, paramètres réglementaires, ou alors vous venez tout simplement ici. Et puis vous cliquez dans, je crois, c'est où? Type de ferraillage des plaques et coques. Vous voyez, on a la même fenêtre. Donc nous on va cliquer sur définir un nouveau type. Alors ici on va mettre ferraillage radier. Voilà. Donc ici on va les faire en flexion simple. Voilà. Et au niveau des matériaux, on va définir, donc je vais décocher ici, les matériaux béton 25. Voilà. Et puis la classe d'acier, les HA400. Le paramètre de LS, on ne va rien cocher pour l'instant. Puis au niveau des ferraillages également, on peut déterminer les diamètres des barres. Donc, on peut utiliser les barres de 12, ça dépend. Et puis ici, on peut déterminer l'arrobage. Donc, comme on est au niveau des radiers, on va augmenter l'arrobage jusqu'à 5 cm. Donc, quand vous êtes au niveau des radiers, il faut toujours augmenter l'arrobage de 5 cm pour éviter que votre acier soit, n'est-ce pas, corrodé rapidement par l'eau. Vu que c'est un milieu qui est en contact avec le sol, l'eau peut facilement entrer pour, n'est-ce pas, corroder votre barre. Donc, pour éviter cela, on augmente généralement l'arrobage jusqu'à 5 cm. Voilà. Quand c'est bon, ajouter, fermer. Voilà. Alors, on va l'appliquer à quoi? À notre radier. Donc, on va venir sélectionner le radier. Panneau, radier de 30. Et puis, on va l'appliquer ici. On va l'appliquer à notre radier. Donc, on va fermer. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ferme ça également. On va venir dans dimensionnement, ferraillage théorique,
dalle voile. Voilà. On fait ça. Et ici, on va sélectionner les panneaux. C'est les panneaux numéro 6. Hein. Voilà, on a ILI, LS, etc. Voilà les panneaux numéro 6. Voilà, les panneaux numéro 6, il est sélectionné. Et puis, voilà, on vérifie que tout est OK ici. On va calculer. Hein. On va lancer les calculs vite fait. Calculer. Voilà, les calculs est fait. On peut venir vérifier les résultats pour voir les sections théoriques, hein, les sections d'acier ici, suivant la direction des Y, des X, pardon, dans la nappe inférieure. Donc, X- veut dire section d'acier suivant la direction des X dans la nappe inférieure. Donc, on coche ici. On fait appliquer. Vous voyez, ça nous donne une idée sur la section d'acier au niveau de la nappe inférieure. Quoi que c'est, voilà. On va faire appliquer, on va fermer, appliquer et fermer. Une fois qu'on a fait ça, on vient ici, dimensionnement béton armé et puis dalle ferraillage. Voilà. Dalle ferraillage. On va venir dalle ferraillage réel, je pense. Ça doit être là. Alors, où est ma dalle? Voilà, on va revenir un peu pour voir. Au niveau de la modélisation, on va revenir. Géométrie. Voilà, on sélectionne les radiers. On vient dans dimensionnement. Ferrage réel, élément BA. Voilà notre dalle, notre radier qui est là. On va définir les paramètres. Voilà, ici, on va faire disposition des ferraillages. On va ferrailler avec des barres. Par dalle, bien sûr. Même ferraillage supérieur et inférieur. Au niveau des barres, ici, on va laisser automatique. Le logiciel va nous déterminer lui-même les diamètres des barres à utiliser. Treillis soudé, non. Secondaire, ici, généralement, je laisse, on ne bouge pas. On va faire OK. Voilà, on va lancer les calculs. Calculer. Voilà. Le calcul étant fait, on peut venir vérifier ici les plans d'exécution. Voilà, on peut voir. Voilà, on peut revenir ici au niveau des voilà, au niveau des armatures ici. Alors, on va venir dans l'armature. Tableau des armatures. Armature. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Alors, plan d'exécution, je vais tout simplement lire. Hein. Donc, on va aller ici. Donc, ici, on a 1, 2 pour voir les détails. Donc, ici, en fait, le logiciel a utilisé les barres des 6. Vous voyez? Donc, ce n'est pas correct. On va devoir augmenter les diamètres. Hein. On va devoir imposer un diamètre au logiciel. Et on va venir ici dans disposition des ferraillages, barre, au niveau des barres. Alors, les diamètres, on va utiliser le diamètre 14, par exemple, 14, dans toutes les directions. Espacement, on va prendre 15 de part et d'autre. Voilà, on va faire OK. On va relancer les calculs. Alors, si nous voulons voir les plans d'exécution, cette fois, on a les barres des 14. On a les barres des 14. Si nous revenons à notre plan, ici, vous voyez, cette fois, on a les barres des 14. On a les barres des 14. Dans cette direction, nous avons, dans la direction des X, n'est-ce pas, nous avons combien?
nous avons 100 ici barre de 14. Vous voyez? 100 ici barre de 14. Puis dans la direction des Y, nous avons tout simplement combien? 46 barres de 14. Voilà. Avec des longueurs qui sont déterminées là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire encore ici? On peut revenir ici dans armature. Armature. Annuler. Donc voilà les plans d'exécution. Hein. Donc armature ici. Donc on peut lire. Ici sont toutes les armatures qui sont utilisées, n'est-ce pas, dans notre projet, hein, dans notre projet. Donc vous pouvez regarder tout ça. Donc voilà, je crois que c'est bon ici. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Donc ici on a la note de calcul. Ici on a les paramètres des dessins. Voilà, la description des armatures. On peut voir les nombres, la longueur, l'espacement, etc. Donc on va faire OK. Et lancer les calculs. Et les plans d'exécution. On va revenir pour voir les détails ici, vous voyez. L'espacement de 15, et puis j'ai 53 HAD de 14 ici. Donc j'en ai 53 ici. Si vous comptez, j'ai 53. C'est ce que je voulais avoir, 53 HAD de 14. Et de l'autre côté, j'ai 23 HAD de 14 espacé de 15 cm. Voilà ce que je voulais avoir. Les détails précis de votre ferraillage de votre radier. Voilà. Alors ici, par contre, voilà, c'est pas trop détaillé, hein, ce n'est pas trop détaillé. Ici, voilà, je m'étais perdu un peu. Là, j'ai 53 HAD 14 au niveau de la nappe inférieure. De même, j'ai 53 HAD de 14 au niveau de la nappe supérieure. Et le total, ça me fait 106 HAD 14. C'est pourquoi vous voyez les 106 ici. Donc, c'est la somme des ferraillages inférieurs et supérieurs suivant la direction des X, quoi. Suivant la direction des X. Et ça, c'est suivant la direction des Y. 23 plus 23, ça fait 46. C'est les 46 que vous voyez ici. Donc, voilà. Alors, on va passer, je crois que vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer sous format PDF. Vous savez déjà comment faire. Des vidéos que j'ai faites précédemment vous montrent comment procéder. Maintenant, je vais les faire de manière rapide, n'est-ce pas? Les dimensionnements ou les ferraillages des voiles. Voilà. Je vais venir ici dans voile. Alors, dimensionnement, c'est la même chose. Paramètres réglementaires. Donc, je vais appliquer à mon voile. N'est-ce pas? Oui, je vais lui appliquer, n'est-ce pas, les mêmes paramètres appliqués à ces voiles-là. Et puis, je vais sélectionner mon voile. Je vais aller dans dimensionnement, ferrage réel des éléments BR. J'ai pris les voiles je crois, de 7 mètres 90. Voilà les voiles qui est là. Donc, je vais réduire la fenêtre ici. Donc, voilà mon voile. 1,80 m de hauteur et 7,50 m de longueur. Voilà. Alors ici, je vais faire de manière un peu rapide les options de calcul. Donc, en général, l'arrobage, on va prendre 3. Bon, on va pas fixer, on va laisser les libres choix au logiciel, la liberté. Voilà, au niveau des béton 25, acier longitudinal, les HA400. Donc, pour les vols, on va aller les HA10, HA12. Le logiciel va faire les choix
Et puis, au niveau des aciers transversaux, pardon, on va prendre les H, barre de 6, voilà, barre de 10. Bon, il n'y aura pas de treillis soudés, hein. On va faire OK. Et puis, disposition de ferraillage. Général, voilà, mode de ferraillage par des barres. Armature de répartie. Donc, on va prendre ça. Ces modes-là, les modes d'ancrage. Bon, non, on va pas utiliser les treillis soudés. Généralement, ici, je ne bouge pas. Voilà. Et puis, au niveau des formes, on va laisser comme ça pour l'instant. Et ici, par contre, ici, on nous demande quelles sont les conditions d'appui. Comme notre voile, il est justement encastré vers les bas et c'est libre. Le voile, il est libre vers les hauts. Il n'y a rien vers les hauts. On va venir ici et on va dire c'est un plancher d'un côté. Donc, ça veut dire il a un seul appui qui est de ces côtés-là. Donc, on va prendre ça. Et puis, on va faire appliquer. Voilà. Renfort gauche, renfort droite. On peut aussi activer, hein. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ouverture, il n'y a pas d'ouverture. Si on avait une ouverture, on allait déterminer ici les dimensions de notre ouverture et sa position. Donc, si vous avez des cas où vous avez des voiles qui vous servent des murs et que vous avez des fenêtres, n'est-ce pas, vous déterminez la position d'ouverture ici, tout simplement. Pour notre cas, nous n'avons pas d'ouverture. Donc, voilà. On va lancer les calculs. On va calculer maintenant. Voilà. Il n'y a pas de message derrière, rien. Donc, tout est bien. On va venir voir les schémas, plutôt les ferraillages, la partie ferraillage qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je clique ici pour quitter un peu. Voilà, j'ai diminué la fenêtre. Et puis, je vais voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, le logiciel m'a déjà placé les renforts. Je crois qu'il y a les renforts. Vous voyez les renforts à ce niveau. Voilà. Aussi, on peut revenir ici, voir le vue. On peut cocher les renforts gauche et droite. Donc, les renforts ici, c'est comme des poteaux. Hein, c'est comme des poteaux. On peut les déterminer. On peut déterminer leur section. Hein. Vous voyez B et puis D. Donc, c'est la section des renforts. On peut garder B à 20 et D, n'est-ce pas, à combien déjà? 20. On va garder aussi 20. Donc, on aura 20 fois 20 pour les renforts. Ce sont des poteaux. Hein. Vous comprenez, on va appliquer. Attendons, 20 ici. Puis 20 là. Appliquer. Et puis, recalculer. Voilà. On va le ferraillage. Maintenant, vous voyez, voilà. J'ai des sortes de poteaux hein, que le logiciel avait déjà mis des renforts automatiquement. Mais dans les cas où vous n'avez pas de renforts automatiquement mis par le logiciel, vous pouvez vous-même mettre, n'est-ce pas, imposer votre renfort ici. Donc voilà un peu les ferrailles de notre voile. Si on veut voir les plans d'exécution, on va cliquer ici. Voilà ce que nous obtenons. Donc on va revenir, n'est-ce pas? Ici j'ai les ferraillages, hein, j'ai la coupe, vous voyez? La coupe BB, je pense, la coupe BB. Et puis ici, j'ai la coupe, n'est-ce pas, verticale. On peut voir à quoi ressemble notre ferraillage. Voilà, on peut aussi facilement lire les ferraillages. Hein. J'espère que vous comprenez déjà comment on fait pour lire, n'est-ce pas, pour lire un plan de ferraillage. Voilà. J'espère qu'avec les vidéos que nous avons faites ensemble avec vous, vous avez énormément mûri, n'est-ce pas, dans ces domaines. Donc, j'espère que vous comprenez. Ça, c'est la coupe, comment dire, on a coupé les voiles en termes de longueur. Et puis ici, on a coupé les voiles en termes par rapport à son épaisseur. Voilà. Ça, c'est la hauteur, 1,80 m. Et puis ici, c'est la longueur de 7,50 m. Vous voyez? Voilà. Et puis là, c'est la coupe tout simplement de notre voile avec les ferrailles. Et puis ici, on a les détails, on a les tableaux, pardon. On a les tableaux juste là. Vous voyez? 1, c'est 14 rachats de 6. Voilà. Voilà un peu ce que nous avons, chers amis.
Et puis ici, c'est la coupe. C'est comme la vie en plan. En termes de coupe maintenant. Vous voyez la vie en plan de notre voile. Tout est clair ici. Voilà, tout est clair ici. Ici, j'ai les épingles qui sont HAD6 et puis j'ai les barres longitudinales, les barres principales qui sont HAD10. Voilà. Voilà, chers amis, voilà, nous voici au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses. Mais ce n'est pas tout, hein. Avec le temps, vous aurez à vous perfectionner, n'est-ce pas, au fil du temps dans ces domaines. C'est sûr que je n'ai pas tout dit, je n'ai pas parlé de tout ce qui concerne la piscine dans cette vidéo, mais je pense que c'est l'essentiel, c'est la base en fait, c'est la base qu'il faut avoir pour vous lancer dans ces domaines. Donc voilà, et j'étais très ravi de vous retrouver hein, après ces longs moments d'absence. Voilà, j'étais très ravi et j'espère que cette vidéo vous aura, n'est-ce pas, apporté beaucoup de choses. Et merci encore une fois à vous pour votre fidélité et à la prochaine. Merci.